Bonjour, aujourd'hui revenons vers les réactions acido-basiques. Donc on a vu dans une vidéo précédente qu'il ne fallait pas confondre les deux cas ici. Donc le mélange d'un acide et de sa base conjuguée et la réaction d'un acide avec une base qui n'est pas la base conjuguée de l'acide. Je vous ai remis la fiche qui a été vue dans la vidéo précédente pour le premier cas. Élaborons aujourd'hui la fiche pour le deuxième cas. Ayons en tête quelques exemples d'acides et de bases. Pour les acides faibles, l'acide éthanoïque, lorsqu'il est à l'état pur, il est liquide. Lorsqu'il est en solution, sa formule est sous sa forme condensée et on écrit aqueux en indice. Deux ions à connaître par exemple, l'ion ammonium et l'ion hydrogénosulfate. Ils sont écrits ici en solution. Lorsqu'ils sont sous forme pure, ils sont forcément combinés avec un contre-ion négatif. Je n'ai pas écrit ici de formule particulière. Pour les bases faibles, l'ammoniac, à l'état pur, il est gazeux. En solution, j'écris AQ en indice. Et puis ici, deux exemples d'ions. L'ion hydrogénosulfate a à la fois un caractère basique et acide. On dit que c'est un orpholite. Exemple de base forte à connaître, l'hydroxyde de sodium. C'est un composé ionique. Lorsqu'il est à l'état pur, il est solide. Lorsqu'il est en solution, la solution porte le nom de soude. Pour les acides forts, nous avons l'acide nitrique, liquide à l'état pur, l'acide sulfurique également, liquide à l'état pur. Ce sont des acides forts, donc ils se dissocient totalement et vous avez ici écrit leur formule lorsqu'ils sont en solution. Pour HCl, c'est un gaz à l'état pur, le chlorure d'hydrogène est gazeux et lorsque je dissous le chlorure d'hydrogène, il se retrouve en solution et sa solution porte le nom d'acide chlorhydrique. Regardons comment écrire une réaction acido-basique. On peut procéder comme pour les réactions d'oxydoréduction, à savoir je vais écrire les deux demi-équations. La première relative à l'acide qui perd son H+, pour donner A- qui est sa base conjuguée. La deuxième demi-équation relative à une base qui capte un ion H+, pour donner sa base conjuguée, son acide conjugué. Je peux les combiner tous les deux, l'acide donne un H+, la base récupère le H+, si bien que la réaction acido-basique s'écrira de cette manière-là. L'acide réagit avec la base pour donner la base conjuguée de l'acide et l'acide conjugué de la base. Donc en général, on évite d'écrire les deux demi-équations puisque la réaction acido-basique, son équation bilan s'écrit quand même assez facilement. Il suffit de faire passer un ion H+ de l'acide à la base pour trouver les produits formés. Alors, la réaction que j'ai écrite ici avec un égal, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est totale ou limitée? Donc la règle à connaître, une réaction entre un acide et une base est totale si au moins l'un des deux, acide ou base, est fort. Pour que la réaction soit limitée, il faut que l'acide et la base soient faibles, tous les deux. Exemple, acide fort, base faible, ça donnera une réaction totale, il y a un acide fort. Acide faible, base faible, aucun n'est fort, la réaction est limitée. Acide faible plus base forte, la réaction est totale du fait de la base forte. Et acide fort et base forte, alors là c'est total, les deux sont forts. Alors exemple, écrivons la réaction entre l'acide nitrique pur, qui est donc un acide fort, et l'ammoniac en solution, qui est une base faible. Alors, première demi-équation sur l'acide nitrique, il est fort, la réaction est totale, il se dissocie en ion nitrate, NO3- et libère un H+. La NH3, qui est une base faible, peut récupérer un H+, pour donner l'ion ammonium, NH4+. Je vous ai mis le couple ici. Je peux combiner les deux, puisque l'un des deux est fort, la réaction est totale, et je peux donc écrire que l'acide nitrique à l'état pur liquide peut réagir avec l'ammoniac et formera l'ion ammonium et l'ion nitrate. Alors, si je construis un tableau d'avancement et que je suppose que l'acide nitrique introduit et l'ammoniac introduit ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Ok, donc j'en mets la même quantité. La réaction étant totale,
en fin de réaction, il ne restera plus aucun des deux et j'aurai formé N0 mol de NH4+, et N0 mol de NO3-. On peut se dire, puisque tout l'acide et toute la base ont réagi, forcément, à l'état final, j'aurai un pH de 7. Eh bien non. Alors attention, le pH final ne sera pas égal à 7, même si l'acide et la base ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Alors pourquoi? Parce qu'à l'état final, j'ai formé des ions NH4+, et les ions NH4+, qu'est-ce qu'ils ont comme caractère? Ils ont un caractère acide. C'est une espèce acide. Donc à l'état final, je devrais m'attendre à avoir un pH inférieur à 7, du fait de l'ion ammonium formé. Étudions maintenant la réaction entre l'acide éthanoïque, qui est un acide faible, et l'ammoniac, qui est une base faible. L'acide éthanoïque perd son H+, pour former l'ion éthanoate. NH3 en tant que base peut récupérer le H+, pour former NH4+. Si je combine les deux, je trouve l'équation bilan qui est ici. Construisons le tableau d'avancement. Imaginons toujours qu'on les met en quantité stoichiométrique. Puisque la réaction cette fois-ci n'est pas totale, puisque les deux sont faibles, en fin de réaction, je m'attends à ce qu'il reste un peu d'acide éthanoïque, à ce qu'il reste de l'ammoniac, mais il se sera également formé des ions ammonium et des ions CH3CO2-. On pourrait se dire dans un premier temps, bon, il va rester autant d'acide que de base, donc grosso modo le pH devrait être égal à 7. Bon, pas du tout, on ne peut pas raisonner comme ça. À l'état final, le pH sera toujours différent de 7, puisqu'il va me rester un peu de cet acide et il se sera formé cet acide-là, mais il restera aussi un peu de cette base et de celle-ci. Donc, comme ça, deviner un peu le pH qu'on aura à l'état final, c'est pas si facile que ça, et en tous les cas, c'est pas 7. Alors, étudions un petit peu mieux cette réaction, qui est une réaction limitée. Puisque c'est une réaction limitée, il y a un équilibre qui se forme. Je peux du coup essayer de trouver cette constante d'équilibre. Donc, comme toute constante d'équilibre, pour déterminer la constante d'équilibre, je multiplie la concentration des espèces chimiques produites, ici, et je divise par la concentration des espèces réactives, donc ici. Alors, que vaut cette constante d'équilibre? Je ne sais pas trop. En revanche, je vous donne les constantes d'acidité des deux couples qui ont permis l'écriture de l'équation qui est ici. Donc je connais leur constante d'acidité. Alors est-ce que je ne vais pas pouvoir m'aider de ces constantes d'acidité pour trouver la constante d'équilibre de ma réaction? On y réfléchit. Alors la première constante d'acidité du couple est relative à l'équation qui est ici. Une constante d'acidité est toujours relative à l'équation de l'acide faible avec l'eau qui donne l'ion H3O+, et la base conjuguée. Donc cette constante d'acidité que je vais appeler constante A1, c'est donc la concentration de l'ion éthanoate fois la concentration des ions H3O+, divisée par les espèces réactives, donc la concentration de CH3CO2H. Je ne tiens pas compte de la concentration de l'eau, puisque l'eau est effectivement réactive, mais c'est aussi le solvant. Donc on a dit les solvants, on n'en tient pas compte. Donc voilà. Pour la deuxième équation, la constante d'acidité peut s'écrire de cette manière-là. Alors on reconnaît plus ou moins dans le cas ces deux constantes d'acidité. Ok, donc on va essayer de voir comment je pourrais combiner ces constantes d'acidité pour pouvoir répondre à ma question, c'est-à-dire chercher la valeur de la constante d'équilibre de mon équation acido-basique. Alors il y a plein de façons de faire. Une astuce peut-être, c'est de reprendre cette écriture ici et de multiplier le numérateur et le dénominateur par concentration en ion H3O+. Ça ne change rien en soi si je multiplie le numérateur et le dénominateur. Ça ne change rien, sauf que si je regarde de plus près, je vois apparaître ici en bleu la constante d'acidité 1 et en vert, c'est pas tout à fait la constante d'acidité 2, mais c'est la constante d'acidité 2 inversée. Ok, donc je peux écrire que tout ceci, c'est donc égal à K1 divisé par K2. K1, K2 sont connus.
Je peux donc en déduire que ma constante d'équilibre vaut 2,9 10 puissance 4. Alors la constante d'équilibre s'écrit avec les concentrations des espèces chimiques au moment de l'équilibre, donc à l'état final de la réaction limitée. Si au lieu de prendre ces concentrations au moment de l'équilibre, mais à un instant t quelconque, dans ce cas-là, le rapport ne s'appellera plus constante d'équilibre, mais quotient de réaction. Souvent, on travaille avec, on met pas t, mais on met i pour dire initial, on parle des concentrations à l'état initial. Je connais toutes ces concentrations, je fais le calcul, je trouve le quotient de réaction. Si mon quotient de réaction est inférieur à la constante d'équilibre, j'en déduis que l'équilibre n'est pas atteint, qu'il va évoluer et il évoluera principalement dans le sens direct, sens 1. Autrement dit, la vitesse de la réaction dans le sens 1 sera supérieure à celle dans le sens 2. Inversement, au contraire, si le quotient de réaction est supérieur à la constante d'équilibre, j'en déduis que le système évoluera principalement dans le sens 2, donc sens indirect, autrement dit que la vitesse de réaction dans le sens 2 sera supérieure à celle dans le sens 1. Et puis si les deux sont égales, ça veut dire que ça y est, on a atteint l'état d'équilibre dynamique. Donc les deux vitesses directes et indirectes sont égales. Ça ne signifie aucunement que toutes les espèces chimiques sont dans les mêmes quantités. Il y a sans doute vraisemblablement des quantités différentes, mais simplement la vitesse dans un sens se fait avec la même vitesse que dans l'autre. Donc si au lieu de travailler avec ce cas particulier ici, j'écris la réaction de façon plus générale avec AH pour acide et B pour base qui réagit, j'en déduis que la constante d'équilibre s'écrira de cette manière-là et que le quotient de réaction s'écrit de cette manière-là. Donc voilà ici ce que je peux retenir de tout ce qui vient d'être dit. L'autoprotolyse de l'eau, alors là c'est un cas un peu particulier, c'est une réaction acido-basique un peu particulière. Alors, je vous avais parlé dans une vidéo précédente de la multiplication de la concentration en ion H3O+, fois la concentration des ions HO-, et je vous avais dit que ce calcul-là donnait toujours 10 puissance moins 14 quand on travaille à 25 degrés, et que cette valeur-là portait un nom qui s'appelait KE. Alors, pourquoi ce résultat? Pourquoi? Parce que l'eau a à la fois un caractère acide, il est capable de délivrer un ion H+, et il a à la fois un caractère basique, il peut capter un ion H+, si bien que deux molécules d'eau peuvent réagir l'une sur l'autre pour donner des ions hydroxyde et des ions H3O+. Un équilibre se forme, cet équilibre K peut être calculé en prenant la concentration des ions H3O+, fois la concentration des ions HO- divisé par la concentration des espèces ici à gauche. Or, à gauche, j'ai l'eau qui est liquide, qui est le solvant, donc on a dit on n'en tient pas compte. Donc ma constante d'équilibre s'écrit de cette manière-là. Or, quand on a de l'eau pure, la solution est neutre. Ça signifie, on vous a dit, on avait vu que dans ce cas-là, ça voulait dire que la concentration des ions H3O+, HO- était égale à 10 puissance moins 7 mol par litre. Donc ça fait 10 moins 7 fois 10 moins 7, ça fait 10 puissance moins 14. Je retrouve ce qui est ici. Et cette constante d'équilibre un petit peu particulière, on lui a donné un petit nom, le produit ionique de l'eau. Donc ici, une fiche récapitulative un petit peu de tout ce que l'on a dit. Un acide réagit avec une base, la constante d'équilibre, écrite ici avec les espèces à l'équilibre, elle peut être calculée à partir des constantes d'acidité des deux couples mis en jeu. Alors il faut bien réfléchir à savoir lequel je mets en haut, lequel je mets en bas, donc il ne faut pas apprendre ça par cœur, il faut refaire un petit peu la démonstration que je vous avais montrée. On peut éventuellement retenir que lorsqu'une constante d'équilibre est supérieure ou égale à 1000, on peut supposer la réaction quasi totale. Donc la vitesse dans le sens 1 devient très supérieure à la vitesse de réaction dans le sens 2. Vous avez ici le quotient de réaction écrit au moment de l'état initial. Et puis quand on compare le quotient de réaction et la constante d'équilibre, ce que l'on peut en dire. Donc la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est acquis devienne un acquis, il faut voir, revoir. À très bientôt.